Ok. Et après, autorisation pour partager l'écran. Oui, d'accord. Pardon, excusez-moi. Oui. Et là, j'ai vu un diaporama. Oh, pardon, non. Ah, ici. Bon, très bien. Et bon, mais merci beaucoup à tous d'être là avec nous ce soir pour la conférence d'aujourd'hui. Donc, le sujet, c'est les fleurs et les pollinisateurs de fleurs. Et voilà, donc bon, déjà il faut commencer. Alors, quand est-ce qu'on va trouver les fleurs? Pas tous les végétaux, ils sont des fleurs. Et voilà, les fleurs, c'est un organe de plantes qui est très spécifique et qui va apparaître à un moment de l'évolution, que dans l'évolution des végétales, il est assez tardif. Et c'est, bon, on parlera après, un peu après. Donc, en fait, je vous ai mis un diagramme sur l'évolution des végétaux terrestres. Il manque toutes les algues et oui, toutes les algues et les algues unicellulaires aussi. Donc, à un moment donné, les plantes, elles se sont terrestrialisées, elles sont arrivées à sortir de l'eau et à rentrer dans la terre. Donc, les premières, c'était tout ce qu'on appelle maintenant globalement les mousses. Après, ça a été les prêles, les fougères et finalement tous les plantes, bon, les fougères et les plantes à tissu. Oh, pardon. Et alors, je vais faire, voilà, la prochaine, c'est ici. Là, c'est notre schéma un peu plus complète. Donc, à un moment donné, dans les groupes de fougères, il y a un ancêtre commun entre les fougères et ce qu'on appelle les plantes à graines. Et dans les plantes à graines, on va voir des groupes différents, et ce que nous on appelle maintenant les gymnospermes et les plantes à fleurs ou classiquement les angiospermes. Donc, alors, il faut dire qu'entre les gymnospermes et les angiospermes, mais c'est les angiospermes où on va trouver plus des espèces différentes et plus de diversité, de variétés aussi des formes, et surtout des formes dans les organes reproducteurs. Et voilà, par exemple, les angiospermes, mais maintenant on compte à peu près 370 000 espèces, et dans les gymnospermes, seulement 800 espèces. Donc, ça veut dire qu'il y a un grand saut évolutif. Et les angiospermes, la différence avec les gymnospermes, c'est qu'elles vont enfermer les ovules dans un ovaire qu'après, ça va devenir les fruits. Et du coup, les graines, elles vont être aussi enfermées dans la graine, elle va être enfermée dans les fruits. Alors, qu'est-ce que c'est une fleur et quel était supposé les schémas anciens de fleurs? Mais dans les fleurs, il y a quatre parties. Et donc, depuis l'extérieur vers l'intérieur, on a les calices avec les différentes parties, on appelle ça les sépales. Après, vous savez, la corolle avec les pétales. Ensuite, les cétamines avec les cétamines, pardon, avec les anthères, c'est là où se produisent les pollens, donc c'est la partie mâle de la fleur. Et au centre, vous aurez les gynecées au pistil. Et, pardon, ça c'est une super idée, c'est beaucoup mieux encore. Bon, là, en fait, Gaël, il m'a amené, je ne sais pas si vous les voyez, et je pense que je vais arrêter de partager. Voilà. Donc, ici, on a un modèle de fleur, un papier mâché, non, Gaël? Je crois, oui. Oui, c'est un papier mâché, donc voilà, donc c'est les schémas de fleurs. Donc, on a 4 verticiles, donc 4 parties différentes. Et donc, les calices ici, c'est parti classiquement sévère, mais pas toujours. Hein. Après, vous savez les pétales, les cétamines. Et finalement, ici, vous savez les gynecées ou les pistils. Donc, si on ouvre ces gynecées ou ces pistils, mais à l'intérieur, vous verrez ici ces petites boules, c'est les ovules qui après, ils vont former la graine.
Après, bon, il faut dire que ça, c'est les schémas qu'on va dire. C'est un schéma, mais qu'après, dans les cours de l'évolution, les différentes espèces, ils sont perdus en verticille ou ils sont doublés de verticille. Voilà, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Mais bon, ça, c'est les schémas classiques d'une fleur. Donc, la partie mâle, c'est les étamines, avec là, ici, vous savez, les anthères, et c'est là où se produisent les pollens. Et le pollen aussi, il va être libéré. Et la partie femelle, ici, à l'intérieur. Je vais continuer avec à partager mon écran. Donc, l'apparition des fleurs, bon, on sait maintenant on suppose qu'on a une origine monophylétique pour les angiospermes et génétiquement, moléculairement, on dirait que ça se confirme. Alors, Darwin, il définit l'origine des angiospermes comme abominable mystère parce qu'il y a beaucoup de variétés et la diversité, elle est énorme. Donc, pour lui, c'était un grand mystère et dire comment ces dérivants ils sont pu se diversifier d'une façon assez énorme, tellement énorme. Alors, on suppose que c'est l'interaction avec les insectes la clé de l'énorme radiation des angiospermes pendant le Crétacé, que c'est là quand elle s'était produite. Donc, jusqu'à il y a trop peu, on imaginait on a les premiers fossiles qu'on pouvait dédier aux angiospermes, et c'était daté d'à peu près 5 millions d'années depuis 10 ans maintenant, et on sait qu'elles sont encore plus anciennes. Donc, on a déjà les plus anciennes trouvées et qu'on peut vraiment dire que c'est une angiosperme. Cette image que vous avez ici, ça correspond à un genre, à Archaeopteryx, où on voit ici dans l'image la fleur. Donc, il y a une fleur qui correspondait bien à les schémas qu'on a dit tout à l'heure. Mais elles sont encore plus anciennes parce qu'on a trouvé déjà dans des carottes sédimentaires en Suisse, on a trouvé du pollen qui correspondait au pollen d'angiosperme qui est ancien de 147 ou entre 247 et 242 millions d'années. D'autre part aussi, avec des données moléculaires, on a essayé de trouver moléculairement quel serait l'ancêtre commun les plus anciens des angiospermes modernes, les angiospermes modernes, parce que les données moléculaires, on peut les savoir, mais avec les êtres qu'on connaît maintenant, les êtres vivants qu'on peut voir maintenant, et on a estimé que l'ancêtre commun les plus anciens, il pourrait dater de 214 millions d'années, mais il pourrait être aussi plus ancien. Bon, il faut dire aussi que les premières végétaux terrestres, donc les premiers végétaux terrestres, ils se rassemblent un peu c'était une organisation assez simple. Et on pense qu'il date il y a 445 millions d'années. Donc voilà, pendant longtemps, on n'a pas eu de angiospermes, on n'a pas eu de plantes à fleurs, c'est seulement les 200 millions d'années où elles sont apparues. Alors, pourquoi on pense que les insectes, c'est la clé de l'énorme radiation des angiospermes? Parce qu'en fait, ce qui change le plus dans les angiospermes, c'est la fleur. Donc, et les insectes, on sait qu'on joue un rôle hyper important dans la fécondation de la fleur. Et on estime maintenant que 90% des plantes à fleurs sont pollinisées, sont fécondées grâce aux insectes. Et donc, c'est pour ça qu'on pense que c'est ça la clé de l'évolution. Alors, comment ça se passe sinon pour les autres, pour les gymnospermes? Les gymnospermes sont principalement les conifères, donc les pins, les épicéas, les salers, les laris. Et on a aussi les ifs, aussi, par exemple. Elles sont principalement pollinisées par les vents. Donc là, vous voyez une nuit de pollen
du pollen de pain. Et à l'époque de la reproduction, il y a un mois, et autour de l'Inde de Gascogne, on voyait cette poudre verte qui correspondait au pollen de pain. Donc, elles vont être dispersées avec les vents, mais on va trouver que quelques gymnospermes, comme par exemple les cicadées, qui vont être pollinisés par des coléoptères. Alors, les cicadées, l'apparence des cicadées, c'est des palmiers, on dirait que c'est des palmiers, mais ils ne sont pas dans la même famille que les palmières classiques qu'on entend. Ce sont vraiment des gymnospermes. Et là, vous voyez comme les ovules qui deviennent après les graines, ils sont nus, il n'y a pas un fruit qui l'entoure. Donc, c'est vraiment il n'y a pas une structure qui referme les ovules. Donc là, vous voyez les graines fécondées. Voilà, donc là, vous voyez à quoi ressemblent ces coléoptères. Et après, c'est qu'on a vu déjà des animaux fossiles aussi. Et, des animaux fossiles qui étaient recouverts de pollen et des spores, des pollens des gymnospermes et des spores des fouilles. Et c'est que ces animaux, c'était des mécoptères. On a trouvé ça, ça appartenait à l'époque des Jurassiques. Les mécoptères, ils existaient encore. Et ils sont une longue trompe qui est adaptée à la consommation de nectar. Donc, il aurait dû avoir une sécrétion de nectar au moins de la part des gymnospermes. Et pendant le Crétacé, on voit aussi des fossiles encore qui transportent du pollen des gymnospermes, des tripes, des mouches, des coléoptères et des scorpions. Et plus tard, déjà dans le Crétacé, autour il y a 5 millions d'années, alors, il y a un travail qui a été publié très récemment, c'était en 2019, et on a trouvé l'insecte ou l'animal, entre guillemets, qu'on peut supposer que c'est un pollinisateur, un vrai pollinisateur. Et alors, pourquoi? On a trouvé des fossiles plus anciens des insectes qui étaient collés aux fleurs et qu'on supposait qu'ils mangeaient du pollen. Mais pour montrer que c'est un pollinisateur, il faut aussi qu'on voit des structures qui transportent du pollen dans les corps. Donc, c'est ça qu'on voit dans les fossiles de ces coléoptères. Alors, ça appartient à la famille des Mordelidae. La famille des Mordelidae, elle existe encore entre les êtres vivants à l'actualité. Et ils transportent du pollen. Donc, en fait, c'est qu'on voit en fait, pour un microscope optique, on a observé qu'il y a plusieurs dépôts de pollen dans tous les corps et qu'ils sont aussi un peu poilus. Ils sont des structures qui aident à transporter les pollens. Bon, là, c'est un peu pour l'historique, l'évolution des plantes à fleurs anciennes, l'évolution ancienne. Et sinon, les plantes à fleurs, comment se reproduisent elles? Mais originalement, les premières plantes à fleurs, c'était hermaphrodites. Donc, comme on a montré aussi avec la maquette qu'il y avait sous la main tout à l'heure, dans la même fleur, on a la partie mâle et la partie femelle. Là, c'est un églantier. Ici, et la fleur rose, c'est un églantier. Et ici, vous avez tous les étamines, donc la partie mâle, et au centre, vous avez les pistils, donc la partie femelle. Mais au cours de l'évolution, certains lignages des plantes, ils sont perdus cet hermaphroditisme, on va dire. Donc après, on va trouver aussi globalement, généralement, on va trouver des autres types de plantes différentes, par exemple comme les houx. Donc dans les houx, vous allez avoir des individus et que les fleurs elles vont former des étamines, mais que les pistils, il ne sera pas fonctionnel, donc c'est des fleurs mâles, et du coup des individus mâles. Et d'autre part, vous aurez des houx femelles. Donc la partie mâle de fleurs, elle a été supprimée
Et voilà, donc là, en fait, quand vous regardez les différentes espèces d'arbres, des houes dans une forêt, mais vous trouverez qu'il y a en décembre, par exemple, vous trouverez qu'il y a des individus qui n'ont pas fruit. Et sûrement, ils n'ont pas fruit parce que ce sont des individus mâles. Et après, sinon, vous aurez aussi, un autre cas, c'est le cas des chênes, par exemple. Et dans le cas des chênes, vous aurez deux fleurs mâles. Donc ici, les chatons. Et ici, à la base des chatons, et là, en dessin, vous aurez deux fleurs femelles. Alors, ça, il y a un impact. C'est quel impact? En fait, et pour les... Alors, en ligne générale, c'est une approximation. Et ce qui intéresse plus aux êtres vivants, c'est s'écraser avec des individus, c'est s'écraser entre individus différents. Donc, dans les cours de l'évolution, on va chercher, on ne cherchait pas, mais ça va être favoriser les stratégies, les mécanismes qui favorisent que, que les fruits qu'on obtient, la nouvelle génération, il ait des parents différents. Donc, une stratégie pour faire ça, c'est par exemple, mais séparer les sexes. Séparer les sexes dans des fleurs différentes, dans les mêmes individus, ou séparer carrément les sexes dans des individus différents. Voilà, c'est pour ça qu'il existe différentes formes différentes formes de sexualité dans les plantes. Après, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que parfois aussi, on peut avoir aussi, par exemple, dans la même fleur, il y a certaines espèces, par exemple, que les étamines elles vont être fonctionnelles avant que la partie femelle. Et comme ça va éviter, que la même fleur c'est autoféconde. Il y a beaucoup de mécanismes pour ça. Alors, comment marche en général la production de fleurs? Mais déjà, il y a les transports du pollen, par exemple, les transports de pollen, par exemple, par les vents, ou ici avec une abeille. Et après, une fois que le pollen arrive aux stigmates, donc la partie haute des pistils, de la partie femelle de la fleur, et les graines de pollen qui sont ici vous avez une photographie au microscope optique, non, électronique, pardon. Donc là, ces jolies boules dessinées et crénelées, c'est des graines de pollen et qui sont en train de former les tubes polliniques. Donc, c'est dans les tubes polliniques que les gamètes ils vont voyager jusqu'à arriver aux ovules. Donc, parfois, les graines de pollen, ils arrivent aux stigmates, mais ils ne se forment pas. On dit que ce sont des individus incompatibles. Donc, ça aussi, ce phénomène d'incompatibilité, ça va empêcher la autofécondation. Donc, s'il n'y a pas de phénomène d'incompatibilité, la fécondation va se faire et on formera l'embryon et les fruits. Alors, quels sont les différents mécanismes pour transporter les pollens? Mais on a déjà parlé, les vents, comme par exemple dans le cas des pins, dans le cas des charmes, ou des noisetiers, voilà, donc typiquement tous les plantes où vous verrez des chatons bien exposés au vent, et donc des étamines qui vous pouvez secouer les fleurs à l'époque, et si les étamines, si les anthères sont ouvertes, vous verrez une petite tenue de pollen, donc c'est un pollen assez particulier. Et une autre forme de transport, c'est à travers de l'eau. Ça sera pour les plantes aquatiques, mais pas toutes les plantes aquatiques, seulement c'est que les fleurs elles restent submergées. Et sinon aussi, mais avec les animaux, donc avec les animaux, il y aura ceux qui profiteront des transports du pollen par les chauves-souris, par les oiseaux. Mais il y a aussi des geckos, des lézards, des escargots, des marsupiaux, des rongeurs. Et les plus nombreux, c'est les insectes. Donc, avec les insectes, c'est une interaction qu'on suppose ancienne de 5 millions d'années. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça correspond à 90% des espèces de plantes à fleurs, des espèces
d'angiosperme. Donc, c'est énorme. Et typiquement, on pense que les pollinisateurs, c'est seulement les insectes qui sont très spécialisés à, à se nourrir du pollen et du nectar, comme les abeilles, comme les abeilles, les cirfes ou les papillons. Mais aussi des autres insectes qu'on ne suppose pas aussi spécialisés, comme par exemple les coléoptères ou ça, ces petits que vous voyez ici, sont très communs dans les fleurs, c'est les tripes, ils vont se nourrir ici, ils vont se nourrir du pollen et aussi ils vont faire un transport de pollen, peut-être pas aussi efficace qu'une abeille, mais parfois on n'a pas autant des abeilles qu'on pense, donc elles vont faire aussi un travail assez important. Ou simplement, les abeilles, elles n'ont pas envie d'aller à cette fleur parce qu'elles ont décidé d'aller dans une autre fleur différente. Donc, c'est super important de ne pas... à un moment donné, il y a quelques dizaines d'années, comment on va dire, dans la littérature scientifique, on donnait beaucoup d'importance aux pollinisateurs plus efficaces. Et donc, c'était surtout les hyménoptères et les papillons. Sauf que dans la nature, on ne va pas toujours à être les plus performants possibles parce que les soucis qu'on a, c'est que parfois, ces super pollinisateurs, comme notamment les abeilles, ils préfèrent aller dans des autres fleurs. Donc, ces petits insectes qui avant, ils ont été un peu négligés, on s'était rendu compte qu'ils sont super importants aussi pour avoir une fécondation dans les fleurs et pour que les populations de plantes survivent. Alors, et comment ils vont attirer les fleurs aux pollinisateurs? Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Qu'est-ce qu'ils vont chercher les pollinisateurs? Mais ils vont chercher déjà les plus faciles, c'est la nourriture, donc les pollens, les nectars, mais parfois c'est la fleur elle-même, comme par exemple dans le cas de la cétoine. Et sinon, ça peut être aussi comme logement au lieu de ponte, un partenaire sexuel. Et pour ça, la plante, elle va donner plusieurs signaux. Il va donner des signaux comme quoi les ressources, il est là. On a des pollens, on a des nectars, on a un logement. Et que le pollinisateur, il va sortir gagnant et qu'il ne va pas perdre le temps s'il va chercher la fleur. Alors, quels sont ces signes? Mais il y a les couleurs de fleurs, donc en fait, les différents pollinisateurs, comme ce sont des organismes différents, ils vont avoir différents spectres de vision. Et les abeilles, par exemple, vont être très attirées par le bleu, le vert, les ultraviolets. Pour les papillons, ça va être très variable. Les coléoptères et les oiseaux, par exemple, ils vont être attirés par la couleur rouge. Alors, ce qui va aussi, notamment pour les abeilles, ce qui va beaucoup les aider aussi, c'est pas juste la couleur, ça va être aussi avoir des patrons très contrastés, comme par exemple ici, vous savez la fleur d'un cyste. Donc, dans cette fleur de cyste, qui est complètement blanche, on a ces taches un peu très sombres, et rouge virant au noir. Et c'est ce contraste-là qui va indiquer, pas que les abeilles, aux autres insectes aussi, que là, il y a quelque chose d'intéressant à chercher, et c'est notamment du nectar. Alors, souvent, quand on regarde des fleurs, on ne voit pas il y a certaines fleurs, par exemple, comme les ranuncules, les boutons d'or, et on ne dirait pas que ça soit très contrasté, et c'est vrai, mais quand on regarde à la lumière ultraviolet, mais on voit qu'il y a une grande différence dans les différentes parties de la fleur. Donc là, les boutons d'or, en fait, ils vont avoir des... bon, déjà, les boutons d'or, elles ont ces pétales qui sont assez brillants et que parfois, cet effet des reflets, des reflets de lumière, ça va aussi garder un peu de chaleur. Donc, ça sera aussi hyper intéressant pour les insectes. Et au patron ultraviolet,
on voit un patron assez contrasté au centre de la fleur qui indique où va se trouver le plus intéressant de la fleur, que c'est le nectar tout au fond et les étamines. Et c'est pareil aussi pour les pissenlits ici. Où, là, par exemple, c'est une comparaison entre une fleur d'un pissenlit avec un liseron, parce que le liseron, c'est une fleur assez attirante parce qu'elle est grande, en forme de cloche. Et en fait, à l'ultraviolet, on ne la observe pas très bien par rapport à la fleur de pissenlit. Bon, que juste, il faut que je dise aussi que ce sont des fleurs de pissenlit. Donc, dans les pissenlits, c'est de la famille des Asteraceae et c'est une fleur composée. Donc, ça veut dire qu'ici, en fait, vous savez peut-être 50 fleurs. Alors, dans les couleurs de la fleur aussi, il y a un phénomène assez intéressant, c'est la signalisation. On le voit surtout dans la famille des Voraginaceae, donc les pulmonaires, la consoude, ou ici ne me quittez pas. Et ce sont des fleurs que, quand elles vont être fécondées, elles vont changer de fleurs. Donc, par exemple, ici, dans la pulmonaire, quand la fleur elle est rose au début, et au moment qu'elle est fécondée, elle passe à couleur violette. Ici, dans ne me quittez pas, les myocétis, pardon. Et, vous verrez aussi cette partie qui forme les pétales. Ce sont gelées jaunes. Et elles sont assez contrastées, en couleur jaune assez brillant, pareil, quand les fleurs elle est jeune. Et après, une fois qu'elles sont fécondées, les contrastes est moins visible. Et ça va aider en fait, ça va aider aux deux parties, aux deux parties, aux deux partenaires. Donc, à la fleur, ça va l'aider à la fleur, ça va l'aider parce que le pollinisateur, il va être dirigé aux fleurs qui n'ont pas été fécondées. Et au pollinisateur, ça va l'aider aussi parce que souvent, dans ces plantes, le pollen, il est déjà épuisé et il ne produit plus de nectar. Donc ça, ils gagnent tous les deux en efficacité. Donc si vous promenez maintenant un peu dans les bois, si vous regardez un peu, vous verrez que c'est un phénomène qui est assez fréquent. On le trouve même on le trouve dans beaucoup des espèces de fleurs différentes. Alors, autre façon d'attirer les fleurs, c'est avec les sudors. Donc les sudors, c'est un bon indicateur du nectar. Donc ça va attirer plutôt des insectes qui cherchent du nectar. Mais pas que, parce que là, par exemple, vous savez, ça c'est le cas pour les robiniers. Les robiniers faux acacia, par exemple, ou les cas des chèvrefeuilles. Bon, les chèvrefeuilles, quand elles sont en fleurs, vous s'approchez à côté des lianes des chèvrefeuilles et ça sent super bien. Mais quand on passe, il y a beaucoup de... Et là, par exemple, les tilleuls, ils sont en train ils vont commencer à fleurir bientôt. Donc, bientôt, quand on va passer à côté d'un tilleul, on aura cette fragrance qui nous indique qu'il y a un bon nectar. Et après, par exemple, on a aussi l'exemple de la traite clandestine. Ça sent moins bon. Ça sent un peu les nectars un peu décomposés. Donc ça, les bourdons, par exemple, ils vont être, ça ne va pas les gêner, ils vont venir, mais ça va gêner à des fourmis, par exemple, qui ne vont pas faire une pollinisation de la fleur parce qu'ils sont assez petites, ils vont voler des nectars non, pardon, du pollen, mais par contre, ils vont pas effectuer la pollinisation. On a aussi les cas des arômes. Donc, les arômes, ils vont dégager une odeur un peu, comment on va dire, des viandes, de la avérée, bon, assez désagréable. Donc, ça va attirer des mouches qui vont rester ici un peu enfermées dans cette inflorescence. Et qu'elles vont rester enfermées pendant une soirée et qu'après elles vont être libérées. Mais bon, c'est pas ça que cherchait la mouche. La mouche, elle ne cherchait pas elle ne cherchait pas de fleurs, elle ne cherchait pas du pollen. Donc c'était une dupe.
Et aussi, par exemple, dans le cas de cette orchidée, c'est une orchidée qu'on va trouver en Grèce et en Turquie et qui va dégager une phéromone de stress des pucerons. Donc, ça va attirer un cerf qui cherche des pucerons et qui cherche des fleurs et où les pucerons ils sont très abondants et pour pondre de œufs et qu'après ces larves elles vont elles vont se nourrir de ces pucerons. Bon, sauf que ces larves après, ils ne trouveront pas à manger parce que notamment comme c'était fleur, elles dégagent un odeur qui ressemble à l'hormone de stress des pucerons, mais les pucerons femelles, ils ne pondent pas de œufs ici dans cette épipactis. Donc la fragrance aussi, la fragrance normalement c'est pour indiquer du nectar, mais ça peut être indiqué aussi des autres bénéfices pour des insectes qu'en principe ce n'était pas prévu qu'ils soient des pollinisateurs. Alors les nectars, ils vont être produits par des nectars floraux ou en dehors de la fleur et la production ça va être très variable en fonction de l'espèce mais aussi en fonction de la journée. Ce n'est pas une production régulière. Et, il y a des fleurs qui vont produire des nectars seulement quelques heures, des autres qui vont produire des nectars pendant plusieurs jours. Et c'est principalement d'eau, de sucre et quelques aminoacides. Et parfois, il y a aussi des substances toxiques spécifiques. Alors, le nectar, il s'était originé en 3 fois dans l'évolution, donc 2 fois dans les, dans les gymnospermes, donc dans les courbes nétales. Dans les courbes nétales, par exemple, on a les éphédras, ou dans les cicadales, ce qui ressemble un peu comme des palmiers, et après dans les angiospermes. Et pourquoi c'était apparu cette production de nectar? Et, parce que ça permettait d'économiser du pollen. Et, en fait, pour les premières fleurs, et on suppose que, bon, on l'a vu déjà, non? Si vous vous rappelez, avec les fossiles, les fossiles les plus anciens, des pollinisateurs les plus anciens, c'était un coloptère qui cherchait la fleur pour se nourrir d'elle. On trouve maintenant dans le même groupe de cette famille, les Mordelidae, c'est des coloptères qui se nourrissent des pollens. Donc, on suppose que les fleurs, au début, elles produisaient des énormes quantités de pollen pour ces prédateurs. Et après, c'est une partie de ces pollens, de ces prédateurs, comme ces prédateurs, ils voyageaient de fleur en fleur pour se nourrir du pollen, mais ils transportaient ces pollens et c'est comme ça qu'effectuait la pollinisation. Et comme la fécondation, elle pouvait avoir lieu. Donc, l'effet de produire un autre produit qui récompense à l'insecte ou à notre animal, aux chauves-souris, aux oiseaux, et ça permet d'économiser du pollen, que c'est beaucoup plus coûteux pour la fleur de produire, parce que le pollen, par exemple, il est très riche en protéines et pas aussi par contre, le nectar, il est moins coûteux à fabriquer. Alors, la forme de fleur, elle a aussi un rôle à jouer dans pour attirer les insectes. Et là, on va trouver une énorme diversité de fleurs différentes. Donc, vous allez avoir des fleurs à symétrie radiale. Mais entre les fleurs à symétrie radiale aussi, vous allez trouver, par exemple, ceux qui sont des corolles ouvertes ou des corolles fermées, comme par exemple ici dans la pulmonaire. Et après, vous avez aussi les espèces à asymétrie bilatérale, comme par exemple les papilionnacées, les famacées, donc la famille des lentilles, par exemple. Voilà, un autre exemple de symétrie bilatérale, mais c'est les orchidées, comme ici l'orchis book, encore des orchidées. Alors, dans les orchidées, c'est particulier parce que les orchidées, sont des expertes à tromper les pollinisateurs. Donc, par exemple, l'orchis
l'orchis bouc, elle va dégager un odeur pour attirer un odeur que ça sent un peu les boucs en plus. Et elle va attirer surtout des petites mouches, des abeilles aussi. Et c'est un odeur qui peut indiquer qu'il y a des nectars. Mais en fait, cette orchidée ne produit pas de nectar. Bon, la plupart des orchidées ne produisent pas de nectar. Donc, en fait, elles vont tromper ces pollinisateurs. Alors, les œufs, donc tous les orchis qui ressemblent un peu aux abeilles ou aux autres insectes, elles vont tromper aussi ces insectes pollinisateurs parce qu'elles vont mimer des partenaires sexuels. Bon, physiquement, donc visuellement, on va dire, mais aussi elles vont dégager des phéromones, des sudeurs qui ressemblent beaucoup aux phéromones de ces partenaires sexuels. Et après, on a ici les sérapias. Les sérapias, c'est un autre cas particulier parce que les sérapias, c'est des petites abeilles solitaires qui vont aller chercher les sérapias parce qu'elles vont penser que ce sont des endroits où elles pourront se loger ou pondre ce œuf. Elles vont mimer un peu les tuyaux creux qu'on va trouver dans la nature. Comme par exemple les bouts de bambou. Bon, les bambous, c'est pas en Chine, ici, c'est pas naturel, même s'il y a les petits bouts de bambou que par exemple nous on met dans les hôtels insectes ou par exemple dans la nature ici les petites branches des sureaux qui sont creuses ou des autres plantes ligneuses ou herbacées. Alors, dans la forme des fleurs aussi, il y a aussi les inflorescences aussi qui vont jouer un rôle pour attirer les fleurs. Donc, l'effet que les petites fleurs se groupent, parfois elles vont faire aussi qu'il arrive beaucoup d'insectes différents parce que les insectes, d'abord, ils vont être attirés de loin. Et c'est une attraction visuelle qui se fait avec la distance. Après, ils s'approchent donc ça va, par exemple, dans le cas des ombellifères, ça va faire comme des grandes assiettes. Alors les ombellifères, elles vont attirer une énorme quantité des insectes et une grande diversité aussi. Donc quand on cherche des insectes, si on va s'approcher des ombellifères, mais on va voir de quoi observer. Et alors, la famille des composés aussi, comme j'avais dit tout à l'heure, ou des autres, il y a des autres familles aussi qui sont des fleurs composées. Donc là, par exemple, dans le cas des marguerites, vous savez beaucoup peut-être entre à peu près 40 fleurs différentes. Donc, il y aura ici, dans ce cas précis, vous aurez des fleurs jaunes et tubulaires et des fleurs blanches en languette. Et aussi, par exemple, encore une fois, l'orchis pyramidal aussi, c'est un groupement de fleurs qui va jouer, qui vont faire aussi que l'effet qu'ils soient toutes les fleurs groupées, ça va attirer encore plus des insectes qui se sont tous isolés. Alors, et donc, pourquoi autant de diversité dans les fleurs? Parce que ça permet d'avoir une spécialisation dans les insectes qui vont aller chercher des fleurs spécifiques. Donc, il y a des insectes qui vont chercher des fleurs, certaines fleurs et pas des autres. Et comme ça va assurer la fidélité. La fidélité, c'est très important parce que s'il y a des pollens de pâquerettes qui arrivent à une fleur des boutons d'or, mais il n'y aura pas de fécondation. Donc, en fait, il faut la fidélité. Cette spécialisation qui assure la fidélité, et ça va favoriser que les pollens de la même espèce, que les pollens d'une espèce déterminée arrivent à l'ovaire de la même espèce. Donc, dans la théorie de la reproduction des fleurs, on a un paradigme par animaux. Bon, on peut dire aussi simplement syndrome de pollinisation parce que c'est aussi la pollinisation qui arrive par les vents aussi. Donc, ce sont des traits qu'on va trouver dans les fleurs communs indépendants et qui dépendent
de quelle est sa façon d'être pollinisé principalement, quelle est sa principale façon d'être pollinisé. Et donc, on va voir des fleurs on va voir des traits qui vont attirer et qui vont être, et avec des fleurs aussi qui vont être fécondées principalement par des oiseaux, par exemple, c'est les ornithophilie, par les chauves-souris, et par les abeilles, mélitophilie, et sphingiophilie, c'est des mouches, phalénophilie, c'est des papillons nocturnes, psychophilie, ce sont les papillons diurnes, saprophilie, c'est des mouches. Et myophilie, c'est des mouches encore, ou cantharophilie, c'est des coloptères. Alors, ce qu'on considère, donc on va observer un peu tout ce qui concerne les insectes, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, par exemple, les coloptères qui vont polliniser les fleurs, ce sont des espèces floricoles, donc des espèces qui vont se nourrir des fleurs, comme ici le demeure nobiles, qu'on peut voir maintenant. Et c'est la saison pour l'observer. Et comme on a parlé tout à l'heure aussi, les coloptères, ce sont les premiers pollinisateurs. On a déjà des fossiles il y a 200 millions d'années qui correspondent aux gymnospermes et 100 millions d'années pour les angiospermes. Et sont plus importants pour les tropiques et on considère qu'ils sont surtout généralistes. Donc, ils vont aller dans plusieurs fleurs. Ils ne sont pas très spécialisés par des fleurs concrètes. Il faut juste qu'ils ont accès principalement au pollen. Et quelles sont les caractéristiques des fleurs à coléoptères, mais qu'ils vont déjà avoir un ovaire qui va se trouver en dessous, comme ici dans le nénuphar, en dessous de ce qu'il nous semble. Et la fleur, donc l'ovaire, il va se trouver plutôt en bas, et que la corolle et le calice, il va être robuste, comme ici pour les nénuphars, mais aussi ici pour les boutons d'or, les pétales, ils sont assez costauds. Et parfois, ils sont aussi des dispositifs floraux pour retenir, pour que les espèces ils restent plus de temps. Bon, c'est des espèces aussi qui vont produire qui vont avoir aussi en général une énorme quantité de cétamine et de pollen. Et par rapport à l'inflorescence, on va trouver surtout des groupes principaux. Donc, on va trouver soit des petites fleurs réunies dans une large inflorescence, comme par exemple, ça peut être le cas des sureaux, mais aussi des ombellifères, donc les carottes, les cerfeuils sauvages, les angéliques. Ou sinon, des fleurs isolées, mais avec une corolle ouverte en coupole, en coupelle, là c'est mal écrit, et comme le bouton d'or. Et ce sont des fleurs aussi qui sont vivement colorées. Et elles sont odorantes, même si nous, on ne les sent pas, mais les coloptères, ils sont capables de les sentir. Et parfois, ils sont des nectars à niveau du pétale ou des stigmates. Ou il peut y avoir aussi des nectars absents, et ce sont plutôt des espèces qui vont servir à nourrir les coloptères. Et alors, donc, ils sont à avoir des couleurs vives. Alors, les chrysomélides, qui sont les plus communs des coloptères et des coloptères pollinisateurs, ils vont être attirés aussi pour les jaunes, l'orange, et le bleu, et les violets, et les verts. Et les sudors des magnolias et châtaigniers, ça les attire fortement. Alors, les suivants groupes, c'est les diptères qui étaient déjà préadaptés à la pollinisation avant l'apparition des angiospermes, parce qu'ils avaient un vol rapide et sûr, et ils sont des types d'appareils buccaux, ça dépend des espèces, donc soit un appareil suceur, soit un appareil bucceur et suceur, donc ça va les aider à pouvoir se procurer de se servir du nectar. Et on va trouver des groupes, dans l'éditeur, on va trouver des groupes principaux qui vont faire la fonction de polliniser les fleurs. Donc, soit avec des mouches avec un appareil buccal pas trop spécialisé. Donc, ce sont les mouches à viande ou la mouche domestique et qui vont chercher plutôt des fleurs à nectar bien exposées.
soit des mouches à longue pièce buccale, et c'est ça qu'on reconnaît plus comme des vrais pollinisateurs, mais les autres, ils pollinisent aussi, c'est pas... Et qui vont aller boutiner des fleurs à corolle plus étroite, parce que la corolle plus étroite, c'est un indicateur de production de nectar. Donc, ça correspondait à des syrphides, donc les syrphides que souvent on nous rassemble à des petites, à des guêpes ou à des, ou à des abeilles. On est dans un phénomène de mimétisme, donc, mais elles ne piquent pas comme les abeilles ou comme les guêpes. Et les bombilides aussi, qui sont l'apparence des petits bourdons. Donc, tous les deux, ils sont avoir un vol et sont capables d'avoir un vol stationnaire. Et elles vont pouvoir se nourrir de fleurs avec des morphologies très différentes, avec des fleurs avec une morphologie plus, des corolles plus ouvertes, mais aussi avec des fleurs avec des corolles plus fermées, où le nectar il est trop peu accessible, sauf si on a une pièce buccale qui est longue. Voilà, là vous savez par exemple, c'est les bombiles, les grands bombiles qui a une langue assez, une proboscis assez longue. Je pense que c'est dans les diptères, c'est qui a la proboscis la plus longue, donc plus d'un centimètre, et qui se nourrissent d'une fleur de géranium. Il y a aussi des autres mouches, donc des mouches qui en principe sont prédatrices et parasites des autres insectes. Et alors, c'est les larves. C'est les larves alors, c'est les adultes qui vont aller chercher les insectes pour après, l'approcher de ces pontes. Donc, finalement, c'est les larves qui vont se nourrir d'eux, mais c'est les adultes qui vont les chasser. Et ces mouches, elles sont avoir des pièces allongées et vulnérables pour piquer et succès ses proies, mais qui va les permettre aussi d'aspirer des nectars au fond des corolles qui sont très profondes. Et on a montré aussi qu'elles étaient capables de polliniser des fleurs parce qu'elles transportent des fleurs et elles peuvent les amener aussi là, par exemple, vous voyez, pardon, excusez-moi, voilà, vous voyez ici tous les grains de pollen qui sont déposés dans le corps de cette épice. Bon, après, les papillons, mais ils sont une longue trompe qui s'enroule. Et les papillons, ils vont se nourrir, les papillons adultes, les imagos, ils vont se nourrir des aliments, des liquides sucrés. Et c'est en aspirant ces nectars, ces liquides sucrés, qui vont pouvoir transporter du pollen dans la trompe ou dans sa tête. Et donc, c'est très bon. Les papillons, c'est les pollinisateurs auxquels on pense toujours parce que la plupart des papillons, ils vont se nourrir les imagos, les adultes, ils vont se nourrir des nectars des fleurs. Et quels sont les syndromes des fleurs qui sont pollinisées par les papillons? Mais ce sont des fleurs parfumées, surtout pour les papillons nocturnes. Et des fleurs étroites en forme de tube avec un nectar trop peu accessible. Donc, ça va faire une pollinisation assez spécialisée, ce qui convient beaucoup à la fleur parce que comme ça, elle s'assure que son pollen, il va voyager et il va être transporté jusqu'à une fleur de la même espèce. Et après, il y a aussi les couleurs. Donc, pour les couleurs, on va voir surtout des fleurs jaunes ou bleues pour les vanessa ou des fleurs violettes ou pourpres pour les pierrides et pour les macaons. Et pour les papillons de nuit, mais la couleur, elle n'a plus d'importance. Donc, souvent, ce sont des fleurs pâles, mais il peut y avoir des couleurs. Et elles vont être surtout attirées par l'odeur. Et donc, dans ces cas-là, la plupart d'eux, ils vont faire un vol sur place et ils vont s'agripper peut-être occasionnellement avec leurs pattes antérieures à la corolle. Et c'est la trompe qui va fixer les graines de pollen. Et bon, et là, il y a alors entre les papillons d'Europe, celui qui a la trompe la plus longue, c'est les sphincolibris, mais il y a un autre nom en français.
Les moreuses fins, voilà, espan colibris en espagnol, excusez-moi. On l'appelle aussi singe colibri en français. Ah, aussi. D'accord, d'accord, on l'appelle aussi espan colibri. Et, bon, et là, il est en train de polliniser une fleur de fabacée. Et voilà, et là, on voit aussi les autres pollinisateurs très connus hein, et toujours, et on parle beaucoup dans les médias aussi, c'est les abeilles. Donc, dans les groupes dans la famille des groupes des abeilles, l'abeille il appartient à un autre, c'est l'ordre des hyménoptères dans les insectes. On va trouver 8000 espèces d'hyménoptères en France, donc c'est énorme. Et, et c'est principalement les apoïdes, donc les abeilles et les bourdons, mais on va trouver aussi des cycnémons, ici, c'est de la famille la Campuscolia ciliata qui va polliniser l'ophrys miroir parce qu'elle va être trompée pour l'ophrys miroir. C'est le mâle qui va penser qu'elle peut s'accoupler avec une femelle, mais non, il va se poser juste dans une fleur d'ophrys miroir et qui appartient aux familles des vespes. Alors, donc, dans les apoïdes, on va trouver des abeilles solitaires et 90% des abeilles que dans la biomasse, c'est des abeilles sauvages. Et en fait, elles vont aller chercher du nectar et des pollen parce que c'est ça qu'ils ont besoin pour nourrir ces larves. Donc, bon, là, j'ai mis quelques exemples. Par exemple, l'abeille tapissière, la mégachile, qui parfois on l'observe et on observe ses traces. On peut insectes. Et, ça, et dans les rosiers, par exemple, dans les rosiers, c'est très typique. Parfois, on va observer des trous dans les feuilles tout ronds. Et souvent, c'est l'abeille tapissière. En fait, elle va utiliser ces ronds pour faire comme des chambres pour ses larves. Ou à l'intérieur, elle va mettre un œuf avec un gâteau de pollen, de pollen et de nectar qu'elle a fait en récoltant ces matériels dans les fleurs. Ou l'abeille charpentière aussi. Et après, vous allez trouver les abeilles solitaires comme les bourdons, mais aussi comme l'abeille domestique. Alors, il faut dire que dans la nature, c'est beaucoup plus important le rôle des bourdons et des abeilles solitaires pour la fécondation des fleurs que l'abeille domestique. Et parfois, dans certains endroits, par exemple, quand on introduit l'abeille domestique Apis mellifera là où elle n'était pas, par exemple, dans les îles des Canaries, ça a été une grande catastrophe pour la flore endémique parce que la Apis mellifera, l'abeille domestique, l'abeille à miel, a déplacé, a épuisé les ressources mellifères de fleurs moins spécialistes. Et les autres pollinisateurs, ils sont déclinés fortement. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines espèces de fleurs qui avaient besoin de ces pollinisateurs qui étaient très, très spécialisés et que les populations ils avaient chuté gravement. Et voilà, et qu'ils n'existent plus. Donc, voilà, c'est important aussi de considérer qu'elles ne donnent pas de miel à nous, mais elles sont aussi très importantes pour les écosystèmes. Alors, les syndromes pour les plantes, pour les fleurs à abeilles, mais c'est souvent des fleurs à corolle fermée, comme par exemple ici dans la sauge ou dans les trèfles, que la corolle, elle n'est pas fermée, mais alors, les pétales, ils ne sont pas soudés, mais ça fait quand même une corolle fermée. Donc, c'est un indicateur du pollen, du nectar, pardon. Mais parfois, ces super pollinisateurs qui sont considérés les bourdons et les abeilles, ils vont voler aussi du nectar. Donc là, on est en train de voir un bourdon dans une fleur du soja. Donc en fait, il va aller faire ici un trou
ici, au lieu de passer par l'endroit, par l'ouverture de la corolle, ils vont faire un trou ici dans la base de la fleur et ils vont voler le nectar. Donc ça va avoir un impact assez important parce que ces fleurs-là, elles vont avoir un peu mal à se polliniser. Et du coup, c'est la pollinisation qu'elle va être assurée par des toutes petites abeilles solitaires ou par des petites mouches aussi. Et alors, ça, c'est un phénomène que vous pouvez observer quand vous regardez les fleurs de consoude. Dans les fleurs de consoude, on observe très bien ça. Vous verrez un petit trou dans la corolle de consoude. Et c'est fait par les bourdons. Moi, maintenant, je vais passer avant de finir, juste, je vais passer à quelques exemples des fleurs qu'on trouve ici à côté de Satirac. Et là, par exemple, une fleur qu'on va trouver maintenant très abondante dans la saison, c'est une ombellifère, donc une plante de la famille des carottes, les cerfeuilles sauvages. Et, alors, elle va pousser surtout dans des sols qui sont assez riches en azote, donc c'est un indicateur d'un sol riche en azote. Et si vous regardez, vous verrez que ce sont des fleurs qui attirent un large éventail de pollinisateurs. C'est très typique dans les ombellifères. Alors, le fait que les plantes, qu'une espèce particulière présente des syndromes de pollinisation d'un groupe précis, par exemple, les ombellifères, c'est des plantes qui ont des syndromes d'attirer aux pollinisateurs qui font partie des coléoptères. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne viennent pas. Et voilà, donc c'est ça qu'on a vu dans différentes études autour de l'Europe, c'est qu'il y a plusieurs insectes qui vont effectuer une pollinisation assez efficace de ce fleur. Alors, ce qui est curieux alors, qu'est-ce que c'est les syndromes? Elles vont produire un nectar abondant. Et l'ovaire ici, il va former une structure qu'on appelle le stylopodium, c'est une structure qui est un peu large, où le nectar il va se coller, il va rester collé, et qui va faciliter aussi que les insectes qui sont un poids plus important, comme des coléoptères qui sont un peu plus grands, et voilà, il peut se poser confortablement. Alors, sinon, aussi, un autre exemple, il est en train de fleurir maintenant dans des pelouses, dans des prairies un peu secs, c'est la sauge de prés. Donc, la sauge de prés, ça appartient aux familles de Lamiacées et elle a un système assez particulier. Bon, déjà, vous savez, vous voyez ici que c'est une feuille tubulaire à symétrie bilatérale. Donc, ça va attirer principalement des mouches comme les cerfs ou les bombilles, ou sinon les papillons ou les abeilles. Et en fait, alors, il faut bien regarder là. Bon, là, c'est une coupe de la fleur. Donc là, vous savez la corolle. Et ici, vous savez les pistils, donc avec l'ovaire et les styles et les stigmates. C'est là où doit se déposer le pollen. Et ici, cette structure gris foncé, c'est les étamines. Les lamiacées, en général, elles sont 4 étamines. Et dans le cas du soja, ils sont 2 étamines parce qu'en fait, il y a les deux étamines qui sont atrophiées et ils sont formés. Et maintenant, au lieu d'avoir un deuxième couple d'étamines ici en bas, on a une sorte d'évier qui va faire que quand l'insecte il se pose dans la corolle, cet évier il va être actionné et comme ça les étamines supérieures ils vont se poser dans le corps de l'abeille. Comme quoi l'abeille quand elle arrive ici, quand elle vole, l'abeille ou des papillons aussi, quand elles vont se poser ici, elles vont toucher les stigmates
et c'est comme ça que le pollen il va pouvoir se déposer. Ça, c'est un dessin pour voir qu'est-ce qui arriverait si les... Alors, il y a des choses dans les étamines assez spécialisées. D'une partie, il y a cet évier qu'on va trouver ici. D'autre partie, c'est les filaments étaminal qui est assez courbé. Si le filament étaminal n'est pas curvé, la déposition du pollen, elle ne peut pas se faire. Donc après, l'abeille, il ne peut pas transporter du pollen à une autre fleur des sauges. Des autres questions aussi qu'on pourrait se supposer, c'est qu'est-ce qui passe quand on trouve des espèces de fleurs qui sont des fleurs qui sont généralistes, comme par exemple les boutons d'or. Les boutons d'or, on avait dit tout à l'heure, ça correspondait plutôt à un syndrome de pollinisation par coléoptère. Donc, c'est des fleurs assez généralistes qui vont attirer beaucoup des espèces différentes des insectes qui vont se nourrir du pollen qui est assez bien exposé ou des nectars. Alors, dans les boutons d'or, le nectar, il est produit ici dans les pétales. Et dans la base du pétale, il y a un onglet ici, donc c'est là où va se produire les nectars. Donc, on pourrait se dire qu'est-ce qui passe quand on trouve dans les mêmes endroits plusieurs espèces de boutons d'or, comme c'est le cas de ces trois espèces et qu'ici, dans l'entre-deux-mer, on peut les trouver ensemble. C'est ici, dans le cas de la Maison du patrimoine naturel du Cléonais, on va trouver ces trois espèces dans une longueur de 50 mètres et parfois elles sont un à côté de l'autre. Et alors, il y a une étude scientifique publiée en 2010 sur ces deux espèces-là, et les boutons d'or acre et les boutons d'or rampants. Et en fait, même si nous, on trouve que ce sont des espèces qui se rassemblent beaucoup, et elles le sont, il y a certains les pollinisateurs, ils sont une préférence. Et du coup, ça va assurer une certaine fidélité. Donc, dans cette étude, ce qu'ils ont vu, c'est que les ranuncule acre, il va attirer plutôt des surfs, et les ranuncules rampants, ça va attirer plutôt des abeilles solitaires. Et c'est comme ça que même dans un supposé, c'est comme ça que ça peut assurer une coexistence des populations de deux ou voire trois espèces qui se rassemblent énormément. Et alors, bon, là, je vais me répéter peut-être, c'est la saison aussi de l'orchis pyramidal. Donc, l'orchis pyramidal, comment est-ce qu'elle va attirer les insectes? Mais elle va attirer les insectes parce qu'elle a un éperon très long. Et comme par exemple ici dans les violettes, par exemple, elles sont un éperon, il est derrière, c'est ici derrière. Et cet éperon, dans le cas des violettes et dans le cas des autres espèces de fleurs, elles vont produire des nectars. Donc, dans le cas des orchis pyramidales, et cet éperon qui va indiquer, notamment aux papillons, que si elles vont aller éteindre et mettre sa trompe, ils vont trouver des nectars dessus. Mais bon, et malheureusement, pour le papillon, il n'y aura pas de nectar. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec les fleurs qui attirent les insectes par du puru? Ce qui va arriver, c'est que les insectes, ils vont, par exemple, les papillons, et elle va venir chercher quelques fleurs, et à un moment donné, il va piocher d'un individu à l'autre parce que ça c'est quelque chose qui peut arriver aussi avec des fleurs à nectar. Ça peut arriver aussi que le nectar il est épuisé, donc ils vont essayer et réessayer et réessayer. Mais à un moment donné, ils vont abandonner. Donc, souvent, dans les orchidées, ils vont pas, la fécondation les insectes pollinisateurs, ils vont abandonner dans une population. Ils vont abandonner à un moment donné d'aller chercher des fleurs à ce moment donné. Ils vont abandonner cette population et ils vont aller chercher une autre espèce différente.
Mais ce n'est pas grave parce que, notamment pour l'orchis pyramidal, comme ils sont en inflorescence, les, la floraison pour un même individu, et même pour une même population, elle va s'étaler quelques jours. Donc, après, ça sera des autres individus qui vont être attirés. Alors, les cas des compagnons blancs, alors les cas des compagnons blancs, je l'ai mis parce que c'est des fleurs qu'on dirait qu'ils sont en apparence qui sont un tube fermé, mais ce qui est refermé, c'est les sépales, c'est les calices. Par contre, les pétales, ils sont libres. Mais bon, ça va permettre à la fleur de garder des nectars. Donc, ça va tirer des insectes, des insectes qui cherchent ça, comme par exemple les papillons, et les papillons ou les abeilles. Alors, les compagnons blancs, c'est une espèce dioïque, donc c'est comme les houx, mais en herbacées. Donc, vous allez trouver des individus avec des fleurs mâles, comme ici, avec des étamines ici dans le fond. Et vous allez trouver des individus avec des fleurs femelles, avec des pistils, avec les stigmates dans la pointe. Et les fleurs vont s'ouvrir les soirs et elles vont se fermer au milieu de la matinée. Donc, il y a une étude qui, bon, on disait que c'est une fleur que les syndromes de pollinisation correspondaient à papillons, qu'elle attirait plutôt des papillons nocturnes, mais il fallait les vérifier. Donc, pour les vérifier, cette chercheuse, elle a forcé l'ouverture de fleurs pendant la journée. Et elle a observé que c'était les insectes qui venaient visiter les fleurs. Donc, il y avait des insectes, il y avait des papillons nocturnes pendant la nuit, mais dans la journée, il y avait des papillons diurnes et il y avait aussi des abeilles. Mais après, en regardant quel était le taux de fécondation, donc pour voir le taux de fécondation, il faut juste compter les fruits qui se forment et dans chaque fruit, combien de graines on a. Donc là, vous avez les dessins de graines. Et elle a vérifié que là où se produisait, c'était la plus quantité de graines, c'était avec les fleurs où s'était permis la pollinisation nocturne, donc avec les papillons nocturnes. Alors, les lotiers corniculés aussi. Alors là, maintenant, on a beaucoup de fleurs de la famille des papillonacées qui sont en fleurs maintenant. Et comme par exemple les lotiers corniculés, donc c'est pareil, ce sont des fleurs où la corolle et les pièces de la corolle, donc les pétales, ils ne sont pas soudés, mais ils vont se refermer. Ils vont se refermer, donc de loin, on va dire que ça va faire comme un tube. Donc, ce sont aussi des fleurs qui vont produire des nectars et qui vont attirer des insectes qui vont chercher en même temps du pollen et des nectars, comme les abeilles et les bourdons, ou seulement des nectars, comme les papillons. Et ce sont les lotiers corniculés, concrètement, c'est une espèce qui est autocompatible. Donc, s'il y a un papillon ou une abeille qui vient aux mêmes fleurs du même individu, mais la fécondation, elle ne se produira pas. Alors, pour finir, je vais finir avec une fleur qu'on dirait que c'est des fleurs assez particulières. C'est les fleurs de la famille des euphorbes sont très particuliers parce qu'elles sont perdues tout ce qui est pétales et tout ce qui est corolle, tout ce qui est calice. Donc, on dirait qu'elles n'ont pas, elles sont perdues les pièces qui servent à attirer les insectes ou les pollinisateurs en général. C'est une structure assez particulière. En fait, ce sont des inflorescences. Des inflorescences qui sont groupées, on va trouver une fleur femelle. Ici, on a une fleur femelle, mais on a presque un fruit, une fleur femelle qui a été fécondée avec les fruits qui grossissent. Et après, vous avez la plupart du temps 5 fleurs mâles réduites à des étamines. Il y en a la corolle elle est réduite, elle n'existe plus. Il y en a un calice
très réduites avec des glandes réduites aux glandes. Et parfois, ce sont des glandes assez jolies. Là, elles sont un peu en forme de demi-lune. Il y a des espèces qui sont de forme de croissant, elles sont assez jolies. Et là, comme vous voyez dans les photos, ce sont ces glandes, elles vont briller et elles vont produire des nectars qui va briller. Et c'est ça, c'est cette brille et c'est aussi ces feuilles qui sont autour de la fleur qui vont attirer visuellement les insectes. Déjà, à une distance plus longue, et toutes les structures, et après à une distance plus courte, c'est ces nectars, ces glandes qui sont tout brillants. Et ils vont attirer des diptères, mais aussi des petites abeilles solitaires, comme ici dans la photo. Alors, on parlait beaucoup des insectes pollinisateurs parce qu'on se pose beaucoup de questions. On est dans un phénomène de déclin des insectes en général et les pollinisateurs, des pollinisateurs en concret. Parce qu'on sait voilà, qu'il y a beaucoup des espèces qui dépendent, 90% des angiospermes, qui dépendent de ce rôle des insectes pour que les plantes à fleurs produisent des graines et que les populations arrivent à survivre. Et aussi pour l'agriculture. Alors, et pourquoi on a cet énorme déclin dans les insectes? Mais il y a des menaces qui sont un peu plus directes, comme par exemple la pollution et aussi l'utilisation des produits chimiques, des pesticides, et l'urbanisation aussi, l'urbanisation et la transformation des sols, et la déforestation, l'introduction des espèces envahissantes, l'élevage et l'agriculture intensive. Et après, des insectes indirects dus au réchauffement climatique, comme les sécheresses, les fontes de glaciers, les tempêtes et les incendies. Donc, on ne peut pas donner une seule raison pour cet énorme déclin des insectes. Il y a plusieurs raisons. Donc, il y a des raisons qui sont plus liées à la pollution, mais il y a aussi des raisons qui sont liées aussi à l'utilisation que nous on donne à la terre aussi. Alors, j'ai parlé un peu des pollinisateurs qui cherchent de la nourriture, mais ces pollinisateurs aussi, ils doivent habiter dans un endroit et ils vont faire aussi les larves. Et il faut qu'ils les mettent dans un endroit sécurisé. Donc, on a besoin de fleurs, mais on a besoin aussi du bois mort, par exemple, pour que certaines larves, les adultes trouvent des endroits où ils peuvent faire des nids pour ces larves. Donc, voilà, il y a beaucoup d'interactions dans les insectes pollinisateurs dans toute la phase de sa vie. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi menacés. Alors, nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour les conserver? Mais il y a des mesures qui sont de conservation classique. Donc, la restriction... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, voilà, d'accord. Donc, c'est la restriction d'utilisation de pesticides et de herbicides, mais on peut dire aussi l'interdiction, clairement. Et après, il faut tenir en compte que c'est la flore locale qui nourrit les pollinisateurs, parce que c'est les fleurs qui sont adaptées aux pollinisateurs de notre région, et que souvent mettre des plantes qui ne sont pas de notre région, même si la flore elle est très jolie, ça ne va pas aider l'ensemble des pollinisateurs locaux. Peut-être ça va aider une espèce concrète, des bourdons, mais pas tous les restes des pollinisateurs, que même les mouches et les tripes sont importants. Souvent, dans les fleurs des jardins, on va trouver aussi des fleurs doubles. Et ce sont des sélections artificielles faites par l'homme, où on va trouver qui ne sont, où ils n'ont pas de pollen, ou ils n'ont pas de nectar, ou ce n'est pas un nectar qui est adapté pour les espèces locales.
Et quand on fait des travaux dans les milieux ruraux, il faut être très, très attentif à laisser toujours les possibles refuges, les abris. Donc, ça peut être aussi ça peut être par exemple les bois morts, des espèces qui sont des espèces sénescentes, des arbres, mais aussi des arbustes et des buissons. Et voilà, quand on parle des bois morts, on passe toujours aux grands troncs des chênes ou des pins ou après la martre ou les pics noirs ou les pics épais, il va faire son nid, mais il faut penser aussi, par exemple, aux buissons des sureaux ou des petits arbustes où les petites abeilles ils vont trouver des trous ou des tubes creux pour loger ces larves. Et laisser aussi parfois juste un peu de sol nu parce qu'il y a certaines espèces qui vont loger dans les sols. Donc, il faut aussi un peu de sable, un peu de gravier, un peu de vase. Et quand on plante de ce, et réfléchir aussi que ce soit fait avec des essences indigènes. Et, et les essais aussi sont très importants parce que ça va faire des corridors pour que les insectes voyagent d'un milieu, d'un écosystème à un autre, d'une prairie à une forêt ou à une zone humide. Et peut-être ici en Europe, comme on est dans une forestation qui se fait facilement et spontanément, peut-être laisser certaines parties des prairies des fauches. Bon, et la dernière, j'ai déjà parlé, c'est laisser aussi des endroits pour les espèces qui vont nicher dans les sols, dans les graviers ou dans les tubes creux des herbacées ou des petits buissons. Et bon, et là, si vous voulez des questions, je suis à votre écoute. Voilà. J'espère que... Alors, je vois ici... Ah, et... Bon. Décomposition, oui. Et aussi, oui, laisser la décomposition de... Sophia, tout le monde, décomposition. Je pense que Sophia, elle voulait me dire qu'il faut aussi... C'était tout à l'heure, je pense, relatif à la... Des mots sur, Ah oui, sur pour les arômes. arômes. Oui, la décomposition, oui. La décomposition de la vie.